Némésis, chapitre 1. Sous les applaudissements polis des chefs d'État, le milliardaire Edward Green s'avança jusqu'au pupitre de marbre blanc. En toile de fond se dressait une impression murale de la Terre en vue stratosphérique. D'un noir impénétrable, seule la planète bleue osait défier le vide infini de l'univers et rebondissant sur son atmosphère, une aurore australe se répandait en nuances de vert. 2 mots étaient imprimés sur l'image. COP28, Pékin. Mesdames, Messieurs les ministres, l'urgence climatique est un fait scientifiquement reconnu depuis maintenant plusieurs années. Et pourtant, j'ai trop souvent l'impression que les grands de ce monde s'affairent à changer quelques détails pour s'assurer que tout reste pareil. Green étouffa une quinte de toux dans un mouchoir, s'en excusa puis reprit. Il suffit pourtant de lever les yeux au ciel pour apprendre l'humilité. L'univers est si vaste et notre place si minuscule. Mais parasites que nous sommes, nous sacrifions notre monde au profit d'objectifs éphémères. J'ai investi plusieurs centaines de millions dans diverses missions scientifiques. Et ce soir, je peux enfin vous annoncer que je tiens la solution au problème climatique. Alors si vous le voulez bien, remontons ensemble 6 semaines en arrière. Chapitre 2. Alors que des vents violents balayaient l'Antarctique depuis plusieurs jours, 3 scientifiques et leurs mécènes quittaient les solides bâtiments de la station de recherche Concordia, bravant les conditions extrêmes pour partir à la recherche des plus vieilles glaces du monde. Père, est-ce que vous allez finir par trouver ce fichu signal GPS? On cherche un trou de 10 cm au milieu de l'Antarctique. Vous imaginez pas que je vais le trouver à la boussole, non? Gronda Tobias Schmidt, aux commandes de la dameuse, tirant derrière elle tout le matériel nécessaire au forage et à la survie en milieu polaire. Puis-je? Intervint Edward Green devant l'embarras du paléoclimatologue. Quelques gestes sur l'écran tactile suffirent aux trentenaires pour définir les coordonnées GPS de leur objectif. Tenez Tobias, cap au sud-ouest, direction le forage d'Anderson. Au fait, pourquoi avoir choisi un site déjà investigué? Eh bien c'est simple, il y a 5 ans, les satellites Spot avaient détecté une importante couche de glace à cet endroit. Un explorateur du nom d'Anderson y a foré un puits de 3,7 km. Mais les derniers relevés topographiques laissent à penser que la banquise serait bien plus épaisse que cela. Réutiliser le site existant est un gain de temps précieux pour notre mission, expliqua Patrick Schmidt. Après plus de 5 heures de route, Green fut le premier à apercevoir, planté au milieu de nulle part, le fanion vert signalant leur destination. Ok tout le monde, on monte le camp de base. Edward, vous pouvez me donner un coup de main pour déployer les dômes avant l'arrivée de ces nuages? Père et Dr Grimaldi, occupez-vous du générateur à hydrogène. Tous se mirent à la tâche, selon les ordres du chef d'expédition, et les 2 dômes à la structure polyédrique, issus des recherches aérospatiales, furent déployés à temps pour abriter les 4 chercheurs d'une tempête qui ne tarit que tard dans la nuit. S'extrayant du dôme 1, où l'on trouvait le confort rudimentaire pour la survie polaire, Edward Green constata qu'il n'était pas le seul à s'être levé de si bon matin. Quelqu'un s'agitait dans le laboratoire du dôme 2. Bonjour Patrick, vous êtes déjà en plein travail? Ah, c'est vous Edward? Eh bien oui, j'ai installé l'équipement pour analyser nos premiers carottages. D'ailleurs, vous tombez bien. Attrapez cette bonbonne d'hélium, il est temps de mener une première expérience. Le milliardaire s'exécuta et suivit le professeur au dehors. Ce matin, le vent était tombé et les nuages évaporés, découvrant ainsi un ciel d'un bleu éclatant. En quoi consiste cette expérience? Nous allons lâcher ce ballon-sonde juste au-dessus de notre position. Il emportera des caméras multispectrales qui, je l'espère, confirmeront notre site de forage. Le froid mordillant la moindre parcelle de peau nue, les 2 hommes s'empressèrent de faire décoller le ballon et regagnèrent le laboratoire, laissant les instruments gagner en altitude. « Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qui vous occupe de si bon matin ?» demanda le docteur Grimaldi, médecin de l'expédition, en pénétrant sous le dôme 2. « Bonjour, Julia. Approchez. Nous avons envoyé un ballon-sonde pour évaluer l'épaisseur de la banquise. Les instruments approchent les 45 000 pieds. Les résultats ne devraient pas tarder. Ah, Tobias, tu es aussi levé. Eh bien, approchez tous les 2, et voyons ce que nous retourne la caméra grand angle. » Le professeur enfonça une touche du clavier et apparut à l'écran la plus parfaite des photographies. Une terre d'un bleu obscur sous un ciel d'une noirceur terrifiante qu'une aurore australe sublimait d'un vert émeraude.
Impressionnant, n'est-ce pas? Lança le professeur en remarquant l'émerveillement de son mécène. Je vous envoie le cliché, vous pourrez l'encadrer. Patrick Schmitt bascula sur la vue multispectrale et le fabuleux spectacle de mère nature laissa place à un camailleux de zone bleue dont la teinte la plus foncée recouvrait le forage d'Anderson. Alors, Patrick Schmitt laissa exploser sa joie. 5 km de profondeur, incroyable! Notre expédition marquera l'histoire. Nous allons mettre au jour des glaces vieilles d'1,5 million d'années, vous vous rendez compte? Les yeux du paléoclimatologue brillaient d'un engouement contagieux. Alors, au travail, lança Tobias. Edward, j'aurai besoin de vous pour monter le carottier. À 200 mètres des dômes, Green découvrit le forage d'Anderson, un trou large comme une balle de football, rempli d'un étrange liquide rougeâtre et visqueux. De la boue de forage, précisa Tobias. On injecte ce liquide pour empêcher le trou de se refermer. Bien, il y a une dizaine de pièces à assembler, on va commencer par le treuil. Avec l'aide du docteur Grimaldi, ils montèrent l'imposante machinerie au-dessus du puits et lancèrent le carottier à l'assaut des glaces inexplorées. Le premier forage demanda plus de 2 heures et le processus se répéta ainsi jusqu'au crépuscule. Autour du souper, le silence se faisait l'écho de la fatigue générale. Entre deux bouchées, seule s'élevait la voix du professeur Schmitt. 5 carottages, 4 mètres par carotte. Voyons, à ce rythme et en tenant compte de la durée d'extraction qui augmente proportionnellement à la profondeur, nous devrions atteindre les 4 km dans 16 jours. Autant dire que les prochaines semaines s'annoncent éreintantes. Sur ce, je vais aller me coucher, annonça Green dans un accès de toux. Bonne nuit, chers collègues. Ainsi passèrent les jours. Sur la banquise, l'équipe enchaîna les extractions, répétant inlassablement les mêmes tâches. Descendre le carottier, forer une nouvelle portion, remonter le prélèvement, récupérer la carotte de glace, l'étiqueter et l'entreposer en un tas organisé. Un travail aussi rébarbatif que nécessaire. Comme disait Tobias, ce n'est pas vautré devant Netflix qu'on fait avancer la science. Puis vient le 14e matin. « Ah Patrick, dites-moi qu'on est bientôt au bout. Il fait moins 45 degrés dehors et mon dos n'en peut plus de charrier toute cette glace, » fit le milliardaire qui accusait un sévère état de fatigue. Alors voyons, le professeur pianota sur son ordinateur avant de conclure. Nous avons accompli 84% du travail. La prochaine extraction nous fera découvrir des glaces vieilles d'1,4 million d'années. Le saint graal des paléoclimatologues. Je tiens à prélever un échantillon du prochain carottage pour l'étudier. Une fois le petit déjeuner englouti, tous se remirent à la tâche. Tobias Schmitt relança le treuil et envoya le carottier dans les entrailles de la banquise. 2h30 plus tard, la 60e carotte remontait à la surface. Je n'arrive pas à réaliser que je touche un élément formé au paléolithique. Aussi empressé qu'un enfant le matin de Noël, le professeur récolta quelques copeaux de glace dans une éprouvette et retourna avec hâte sous le dôme 2. « Messieurs, nous avons fait un heureux », fit le docteur Grimaldi amusé alors qu'elle étiquetait le précieux trésor. « Edward, vous êtes sûr que vous allez bien ?» Pris d'une toux irréfrénable, le milliardaire leva un pouce en l'air. « Juste besoin d'un verre d'eau, merci. » Seul sous le dôme 1, Edward Green tenta de reprendre le contrôle de son corps, mais sa toux persistait. La peur le saisit au ventre lorsqu'il découvrit quelques gouttes de sang sur ses moufles blanches. « Mon Dieu, ça recommence. » « Qu'est-ce qui recommence ?» La petite voix du docteur Grimaldi le fit sursauter. « Rien du tout, rien du tout. Cette fichue toux, mais tout va bien. » En matière de santé, je suis la seule habilité à dire que tout va bien. Laissez-moi vous examiner. Pas la peine. Et puis, nous avons encore beaucoup de travail. Nous regardons tout ça ce soir. Green quitta le dôme, laissant derrière lui une doctoresse aussi perplexe qu'inquiète. Durant toute la journée, il cacha tant bien que mal ses accès de toux et ignora les insistantes recommandations du médecin. C'est harassé par la tâche que Tobias et lui entreposèrent la dernière carotte de la journée, les rapprochant plus que jamais de leur objectif. « Edward, maintenant vous allez me faire le plaisir de vous laisser ausculter. » Se conformant aux ordres du docteur Grimaldi, Green se laissa prendre la pression, mesurer le pouls et consentit même à ce que le médecin lui prélève une gouttelette de sang. Votre taux d'hémoglobine est bien trop bas. « À table tout le monde !» appela Patrick Schmitt, fier comme un coq. « Mon père est toujours au labo ?» Profitant de cette intervention salvatrice, Edward Green rassura tant bien que mal le médecin et partit prévenir le professeur. Sous le dôme 2, ce dernier ne tarissait pas de superlatifs. « Extraordinaire ! Tout bonnement incroyable, la plus grande découverte de ma vie. Patrick, on passe à table. Hein ? Ah oui, merci. Plus tard, peut-être. »
Laissant l'homme de science à ses analyses, c'est à 3 que l'équipe passa son avant-dernière soirée d'expédition. À l'aurore, comme à son habitude, Green se leva de bonne heure et remarqua que le couchage du professeur était demeuré vide toute la nuit. Il pensa le retrouver au laboratoire, mais à sa grande surprise, il découvrit le sas du dôme 2 grand ouvert, laissant s'engouffrer le froid polaire dans un laboratoire désormais prisonnier des glaces. « Patrick ? Oh Patrick, vous êtes là ?» Aucune réponse. Le chercheur semblait s'être volatilisé. C'est en ressortant du dôme que Green remarqua quelques traces de sang sur la banquise. Portant une moufle à son visage, il fut rassuré de voir qu'il n'en était pas à l'origine. Mais ce sentiment laissa place à une inquiétude grandissante. Remontant la piste pourpre, c'est avec horreur que le milliardaire fut frappé par la vision macabre d'un corps congelé, affalé auprès des carottes de glace. « Merde, Patrick ! Au secours, docteur Grimaldi !» Le médecin accourut, mais elle ne pouvait plus rien pour le pauvre homme. Retournant le corps rigidifié, elle révéla un visage tuméfié, couvert de sang. Face à l'irréversible fatalité, Tobias ne put retenir ses larmes. Tombant à genoux, une main sur le torse de ce père qui lui avait tout appris. « Venez, Tobias, venez. Il ne faut pas rester là. Edward, raccompagnez-le à l'intérieur. Je me rends au dôme 2 pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Mon Dieu !» Malgré les contestations du fils anéanti, Green le poussa à rejoindre le dôme 1 où il se laissa choir sur une chaise, le regard vide, l'âme en peine. Sous le dôme 2, le laboratoire paraissait figé dans le temps. « C'est insensé. Pourquoi diable a-t-il pris le risque de perdre toutes ses recherches ?» se questionna Julia Grimaldi. « Bon, réfléchissons. Patrick avait dit qu'il étudierait le 60e carottage. J'imagine donc qu'il a utilisé le spectromètre de masse. Mais celui-ci est congelé. Bon, je vais progressivement réchauffer le dôme et nous verrons bien si cela fonctionne. Je pourrais peut-être récupérer quelques données. » Aussitôt le thermostat tourné, la glace qui recouvrait le dôme commença à ruisseler. « Edward ?» osa Tobias, d'une voix remplie de peine. « Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça pourrait être une attaque d'ours polaire, vous pensez ?» Green ne répondit pas. Pensif, il se remémora le corps sur les carottes, le sang, le visage meurtri. Il revit chaque détail, et l'un d'eux l'interloqua plus que tout autre. C'était la marque d'une paume ensanglantée sur la 65e extraction, et tout devint limpide dans son esprit. « Non, Tobias, je crois pas que c'était un incident. Votre père a tenté de nous prévenir. » Edward Green se précipita jusqu'au dôme 2, abattit sa main sur l'écoutille du sas, mais celle-ci refusa de s'ouvrir. La porte était verrouillée de l'intérieur. « Julia, sortez immédiatement !» Au travers de la structure de plexiglas, il aperçut une silhouette recroquevillée. « J'arrive trop tard !» Le docteur Grimaldi se le releva péniblement et plaqua un papier contre la vitre. « Danger bactériologique. »« Mon Dieu, non !» Le message ne fit que confirmer les soupçons d'Edward Green. Le visage ensanglanté, Julia Grimaldi s'effondra et la vie quitta son corps. Chapitre 3. Les membres de la COP28 restèrent interdits devant la sordide histoire que leur avait contée le milliardaire. Et ce n'est pas fini, se dit-il, appréciant par avance l'effet de manche qu'il leur réservait. De la poche intérieure de sa veste, il sortit une éprouvette. « J'ai ici un échantillon du 60e carottage, celui-là même que Patrick Schmidt analysa avant de perdre la vie. » Green étouffa une nouvelle canne de toux dans un mouchoir maculé de sang. « C'est le changement qui coûta la vie au professeur Schmidt et au docteur Grimaldi lorsqu'ils ont fait passer la glace de son état solide à un état liquide. Ils ignoraient alors que ce prélèvement vieux d'1,4 million d'années renfermait un virus extrémophile jusqu'ici endormi, prisonnier de la banquise. » Il marqua une lourde pause. « Mesdames, Messieurs les ministres, voici Thermococcus antarctica, ou comme je préfère l'appeler, notre némésis, la solution au problème de notre époque, le virus qui rétablira l'équilibre. Émissions de gaz à effet de serre, surconsommation des ressources, pollution. Si l'on remonte la chaîne de causalité, tous ces mots ont une même origine, la surpopulation. Il suffirait de déboucher cette éprouvette au milieu de la place Tiananmen pour libérer notre planète de son plus grand fléau.
Je vous laisse cette solution en héritage. Alors, qui aura le courage ?» Green déposa l'éprouvette sur le pupitre, recula et s'étrangla dans une nouvelle crise de toux. Mais cette fois, un filet de sang s'échappa de sa bouche, déclenchant l'affolement général. Alors que les politiciens fuyaient l'auditorium, Edward Green s'écroula sur l'estrade. Son heure était venue. Depuis des mois déjà, son cancer avait récidivé, ne lui laissant aucun espoir de survie. Il inspira une dernière bouffée d'air, et ses yeux se refermèrent sur la plus belle image qui lui ait été donnée d'admirer, celle de la Terre, perle bleue fragile, caressée par une aurore australe dans la noirceur de l'univers. Le milliardaire était rassuré. Si son discours n'était qu'un avertissement parmi d'autres, il savait désormais que le réchauffement climatique aurait raison des hommes. Une centaine d'années suffirait à faire fondre la calotte de l'Antarctique et libérer le virus. Alors il ferma les yeux, s'autorisant à quitter ce monde qu'il avait tant aimé. Mais ce qu'Edward Green ne vit jamais, c'est l'éprouvette, vacillant sous les vibrations de la cohue. La fiole roula sur le pupitre de marbre, se précipitant inexorablement vers le sol.